Je fixais ma coupe de champagne, regardant les bulles remonter alors que la voix de mon mari transperçait le murmure élégant du dîner de gala de l'excellence médicale. « Je dois faire une annonce », a dit Marc, se levant à notre table. Sa main reposait sur l'épaule de la femme à côté de lui. Pas moi. Léa, 27 ans, tout en cheveux brillants et sourire travaillé. Isabelle et moi nous séparons. Je sais que c'est peu conventionnel, mais je crois en l'honnêteté. Léa et moi sommes ensemble maintenant, et je voulais que tout le monde l'entende de ma bouche en premier. La salle de bal devint silencieuse. 200 des professionnels de santé les plus respectés du pays se tournèrent pour me dévisager. Marc avait choisi la soirée où je devais recevoir une reconnaissance pour 10 ans de recherche sur le cancer pour m'humilier publiquement. Il fit glisser une enveloppe sur la nappe blanche. Les papiers du divorce, à la table même où j'avais prévu de célébrer ma percée scientifique, entouré de collègues qui m'avaient vu l'aider à devenir le chirurgien célèbre qu'il était devenu. « Je suis sûr que tu comprends, Isabelle, dit-il, la voix dégoulinante d'une fausse sympathie. Nous nous sommes éloignés. Tu étais tellement plongé dans tes recherches. Et puis, un homme a des besoins. Le besoin de quelqu'un qui se souvient réellement qu'il existe. » Léa rit, un son cristallin qui me souleva le cœur. Plusieurs personnes aux tables voisines se joignirent à un rire maladroit et incertain, montrant qu'ils ne savaient pas comment réagir, mais suivaient le mouvement de Marc. Il avait toujours été doué pour captiver une salle. Je posai mon verre de champagne d'une main ferme. 10 ans de mariage, 10 ans à financer ses études de médecine en cumulant 2 emplois pendant que je terminais mon doctorat. 10 ans à célébrer ses succès alors que les miens passaient inaperçus, même pour lui. Mais ce que Marc ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'il y a 4 semaines, j'avais tout entendu dans le parking de l'hôpital. Je souris à la salle, à Marc, à Léa qui tenait possessivement le bras de mon mari. « Merci à tous d'être ici ce soir, dis-je d'une voix calme et claire. J'ai moi aussi une annonce à faire. » Les rires s'arrêtèrent net, mais j'anticipe. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. 3 mois plus tôt, je vivais encore dans une ignorance bienheureuse. Marc et moi avions nos routines. Il partait pour le CHU à 6 heures chaque matin pour ses chirurgies. J'arrivais au laboratoire de recherche de l'INSERM à 7 heures, y restant souvent jusqu'à 21 ou 22 heures. Nous étions devenus comme des navires se croisant dans la nuit, mais je me disais que c'était normal pour 2 professionnels de santé ambitieux. Notre 10e anniversaire approchait en mai, et j'avais prévu quelque chose de spécial. J'étais à quelques semaines de finaliser mes recherches sur une nouvelle approche d'immunothérapie pour le cancer du pancréas, un travail qui pourrait sauver des milliers de vies. J'avais prévu d'annoncer lors du dîner d'anniversaire que Marc serait listé comme chercheur collaborateur. Un cadeau, une reconnaissance pour le soutien que je croyais qu'il m'avait apporté. Quelle stupidité, quelle naïveté. C'était un mardi soir, fin mars, que tout a basculé. J'avais oublié mon ordinateur au labo et j'y suis retourné à 20h30 pour le récupérer. Le parking était presque désert, juste quelques voitures éparpillées. Alors que je marchais vers l'entrée de l'aile de recherche, j'entendis des voix résonner sur le béton. Le rire de Marc. Inconfondible. Je me figeai derrière un pilier. Elle n'en a aucune idée, disait-il. Isabelle est tellement absorbée par ses précieuses recherches qu'elle ne remarquerait même pas si je déménageais complètement. Quand vas-tu lui dire ? Demanda une voix de femme. Jeune, assurée. Après le dîner de gala en mai. J'ai besoin qu'elle finalise la publication de la recherche d'abord. Mon cœur s'arrêta. Pourquoi attendre ? Demanda la femme. Parce que Léa, mon amour, je suis inscrit comme chercheur principal sur les demandes de subvention. Si Isabelle a des soupçons maintenant, elle pourrait réaliser que je me suis positionné pour m'attribuer tout le mérite de son travail. Une fois que les dossiers seront déposés avec moi en tant qu'investigateur principal, elle ne pourra plus rien faire. J'aurai la reconnaissance, le coup de pouce pour ma carrière, et je serai débarrassé d'elle. Je pressai mon dos contre le béton froid, respirant à peine. Tu es brillant, dit Léa. Et une fois que vous serez divorcés, nous pourrons enfin nous afficher. Plus besoin de se cacher. Encore 2 mois, répondit Marc. Ensuite, je lui serre les papiers au dîner devant tout le monde. Impact maximum. Elle sera trop humiliée pour contester les crédits de recherche. Et j'apparaîtrai comme la figure sympathique,
le brillant chirurgien dont la femme était trop obsédée par son travail pour remarquer que leur mariage s'effondrait. Ils s'embrassèrent. J'entendis les sons étouffés, les mots doux murmurés. Puis le téléphone de Marc sonna. « Je dois prendre ça, dit-il, c'est le délégué pharmaceutique pour le financement de l'essai. » Mon estomac se noua davantage. Léa travaillait dans la vente pharmaceutique pour Pharma Horizon, l'entreprise finançant mes essais cliniques. Lui donnait-elle des informations confidentielles, l'aidant à manipuler l'étude même que j'avais conçue? J'attendis qu'il parte, puis je restai assise dans ma voiture pendant 1 heure, tremblante. L'homme que j'aimais depuis la faculté de médecine, l'homme pour qui j'avais tout sacrifié, prévoyait de voler le travail de ma vie et de me détruire publiquement. Ce soir-là, je rentrai à la maison et agis normalement. Marc était sous la douche quand je suis arrivé. Il m'avait envoyé un SMS plus tôt disant qu'il travaillait tard. Je fis le dîner. Nous avons mangé devant la télévision. Il embrassa mon front avant de dormir et me dit qu'il m'aimait. Je fixai le plafond toute la nuit, l'esprit en ébullition. Au matin, ma décision était prise. Je ne l'affronterai pas. Je ne pleurerai pas, ne crierai pas, ne supplierai pas. Je serai patiente, méthodique, stratégique. Je rassemblerai des preuves, protégerai mes recherches, et quand le moment viendrait, je l'anéantirai complètement. Le lendemain, j'appelai maître Catherine Vallet, la meilleure avocate spécialisée en divorce de la région. J'ai besoin que tout soit documenté avant qu'il ne sache que je suis au courant, lui dis-je dans son cabinet du centre-ville, mes mains crispées sur mes genoux. Catherine avait la cinquantaine, le regard vif, les cheveux gris attachés en un chignon strict. Elle avait géré certains des divorces les plus complexes du milieu médical parisien. « Dites-moi tout », dit-elle. Ce que je fis. La conversation surprise, le vol de recherche, la connexion de Léa avec Pharma Horizon, tout. L'expression de Catherine se durcit à chaque détail. Ce n'est pas seulement un divorce. C'est de la fraude, du vol de propriété intellectuelle, et potentiellement un délit fédéral s'il falsifie des demandes de subventions publiques. Vous avez besoin de plus que mon aide. Elle me mit en relation avec maître Richard Picard, un avocat en propriété intellectuelle, et Danielle Morel, une experte comptable judiciaire spécialisée dans la fraude académique. Au cours du mois suivant, je devins une femme à la double vie. Le jour, je jouais l'épouse dévouée. Je souriais à Marc au petit déjeuner. Je prenais des nouvelles de ses opérations. Je lui rappelais notre dîner d'anniversaire au gala de l'excellence médicale. Je lui montrais même le brouillon de l'article de recherche où son nom ne figurait pas encore en tête. C'est parfait, Isabelle, dit-il, y jetant à peine un œil. Tu as travaillé si dur pour ça. Le mensonge était si décontracté, si facile. Depuis combien de temps me mentait-il? Mais pendant que je jouais mon rôle, je construisais mon dossier. Richard m'aida à déposer des documents horodatés au bureau de la propriété intellectuelle de l'université, chaque cahier de laboratoire, chaque analyse de données, chaque proposition de subvention avec ma signature en tant qu'investigatrice principale. Les horodatages prouveraient que toute revendication ultérieure de Marc serait rétroactive et frauduleuse. Danielle commença à tracer l'argent des subventions. Elle ne mit pas longtemps à trouver des irrégularités. Des paiements à Pharma Horizon qui ne correspondaient pas au budget approuvé. Des honoraires de consultants versés à Marc qui n'avaient pas été déclarés. L'argent circulait d'une manière qui violait les réglementations de la recherche publique. Catherine compila les preuves pour le divorce, relevés téléphoniques montrant des milliers d'appels et de SMS entre Marc et Léa, relevés de cartes bancaires révélant des chambres d'hôtel, des bijoux, des dîners coûteux. Tout cela alors qu'il insistait pour que nous réduisions notre budget à la maison. Et je documentais tout moi-même. J'installai un logiciel de récupération sur l'ordinateur familial et récupérai des courriels supprimés entre Marc et Léa remontant à 17 mois. Des messages où il riait de mes longues heures au labo, où Marc se plaignait de devoir jouer le mari de soutien lors des événements de la faculté, où Léa lui envoyait des informations confidentielles sur les essais cliniques, des informations auxquelles elle n'aurait pas dû avoir accès. Les preuves peignaient un tableau clair, trahison systématique, fraude et conspiration. Mais le plus dur était de vivre avec lui en sachant tout. Le regarder partir pour l'hôpital chaque matin en sachant qu'il planifiait ma destruction professionnelle. S'asseoir en face de lui au dîner, l'écouter parler de sa journée, sachant que Léa était probablement passée dans son bureau plus tôt. Il y eut des moments où j'ai failli craquer. Des moments où je voulais lui hurler dessus,
lui jeter les preuves au visage, le voir bafouiller des excuses. Mais je repensais à cette conversation sur le parking, à son calcul cruel, et je restais de marbre. Encore 2 mois, avait-il dit. Il comptait les jours jusqu'à mon humiliation, alors je comptais les jours jusqu'à la sienne. Ma sœur Émilie était la seule personne au courant. Elle était venue me voir 3 semaines avant le gala, et je m'effondrais au moment où je la vis. Je n'arrive pas à croire qu'il ferait ça, dit-elle, me serrant dans ses bras alors que je pleurais pour la première fois depuis l'incident du parking. Tu lui as tout donné. Je sais, murmurai-je, mais je vais tout reprendre. Émilie resta à l'hôtel et m'aidera à tout coordonner. Elle était là quand je rencontrais les avocats, quand je passais en revue les preuves, quand je planifiais exactement comment cela allait se dérouler. Es-tu sûr pour l'approche publique, demanda-t-elle la semaine précédant le dîner. Ce va être brutal. Il a choisi le public, répondis-je. Il veut m'humilier devant chaque collègue avec qui j'ai travaillé. Je ne fais que lui rendre l'appareil avec la vérité. La nuit précédant le gala, je dormis à peine. Je repassais le plan encore et encore dans ma tête. Marc dormait à côté de moi, ronflant doucement, ignorant totalement que son monde entier était sur le point de s'effondrer. À 6 heures, il se leva pour ses chirurgies habituelles. Il embrassa mon front, me dit qu'il me verrait au dîner et partit. Je me levai 30 minutes plus tard et allai au laboratoire. Il y avait du travail. À midi, les dernières pièces étaient en place. Le comité d'éthique de l'université avait été informé anonymement pour l'instant d'une potentielle fraude aux subventions. La division de la conformité de l'entreprise pharmaceutique avait reçu les preuves de la violation de confidentialité de Léa, et j'avais un dossier préparé pour le dîner de gala contenant chaque preuve compilée. Ce soir-là, je m'habillais avec soin dans une robe bleu marine, professionnelle, posée, puissante. Je me regardais dans le miroir et reconnus à peine la femme qui me fixait. Quelque part au cours du mois dernier, l'épouse confiante avait été remplacée par quelqu'un de plus dur, de plus tranchant, quelqu'un qui comprenait que l'amour sans respect n'avait aucune valeur. Marc me rejoignit à l'hôtel où se tenait le dîner. Il était élégant dans son smoking, souriant aux collègues alors que nous entrions ensemble. Sa main était dans le bas de mon dos, l'image même du mari solidaire. « Tu es magnifique, dit-il. »« Merci, répondis-je d'une voix égale. Nous étions assis à une table en vue, près de la scène. La salle était magnifique, lustre en cristal, baies vitrées donnant sur la ville, table dressée de linge blanc impeccable, 200 personnes de la communauté médicale, toutes sur leur 31. Je remarquai que Léa arriva 20 minutes plus tard. Elle était assise à plusieurs tables de là, mais ses yeux cherchaient sans cesse Marc et les siens la cherchaient. Le dîner progressa, salade, plats principaux, discours honorant divers chercheurs. Je souris et fis la conversation aux gens de notre table, alors que mon cœur martelait ma poitrine. Puis vint le moment que je redoutais et anticipais à parts égales. Marc se leva. « Je dois faire une annonce, dit-il. » Et il la fit. Il annonça notre séparation, présenta Léa comme sa nouvelle compagne, et fit glisser ses papiers de divorce sur la table avec une sympathie travaillée dans la voix. La salle eut un hoquet de surprise. Les gens nous dévisageaient. Certains rirent nerveusement quand Marc fit sa plaisanterie sur mon obsession pour la recherche. Je laissai le moment s'étirer. Je l'ai laissé voir sa cruauté. Je l'ai laissé être témoin de son arrogance. Puis je me levai. « Merci à tous d'être ici ce soir, dis-je, ma voix coupant le silence gêné. J'ai moi aussi une annonce à faire. » Je plongeai la main dans mon sac et sortis 2 dossiers. L'un, je le fis glisser vers Marc. L'autre, je le tins bien haut pour que toute la salle le voie. « Marc, voici les papiers du divorce que mon avocate a déposés il y a 2 semaines, déclarai-je. Tu remarqueras qu'ils sont nettement plus détaillés que les tiens. Ils incluent la documentation de ta liaison de 17 mois avec mademoiselle Léa, ton détournement de fonds matrimoniaux pour cette liaison et ton plan systématique pour commettre une fraude à la recherche. » Le visage de Marc devint livide. « Isabelle, qu'est-ce que tu... » « Je n'ai pas fini, dis-je calmement. Tu vois, il y a 4 semaines, je t'ai entendu avec Léa dans le parking de l'hôpital discuter de votre plan pour voler le mérite de mes recherches sur le cancer. Les recherches que j'ai passé 10 ans à développer. Les recherches que tu prévoyais de t'attribuer une fois que j'aurais finalisé les publications. » La salle était plongée dans un silence de mort. Chaque regard était braqué sur notre table.
Je me tournai vers l'assistance. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme chercheuse. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le docteur Marc prévoyait de déposer des demandes de subvention en s'inscrivant comme investigateur principal sur mon étude d'immunothérapie après coup. Cela constitue une fraude aux subventions publiques. Marc se leva brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. C'est de la folie. Isabelle, tu fais clairement une dépression nerveuse. Assieds-toi, Marc, dis-je doucement. Ou je continuerai avec les détails sur la façon dont tu as perçu des honoraires de consultant non déclarés de Pharma Horizon, l'entreprise même qui finance mes recherches. Des honoraires arrangés par mademoiselle Léa, qui te fournissait des informations confidentielles sur les essais cliniques en violation de son contrat de travail et des réglementations fédérales. Léa émit un petit bruit depuis sa table. Son visage était devenu gris. J'ai les courriels, continuai-je. Des milliers, récupérés sur notre ordinateur familial. Les SMS de tes relevés téléphoniques. La documentation financière d'une experte comptable judiciaire. Les cahiers de laboratoire horodatés prouvant la chronologie des recherches. Les témoignages de collègues qui peuvent vérifier mon travail. Veux-tu que je continue ou préfères-tu t'asseoir et me laisser finir? Marc se rassit. Il avait l'air d'avoir envie de vomir. Je me tournai à nouveau vers la salle. Je veux être clair. Je ne porte pas ces accusations à la légère. Toutes les preuves ont été soumises au comité d'éthique de l'université, au ministère de la Recherche et à la division de la conformité de Pharma Horizon. Des enquêtes formelles auront lieu, mais je voulais que vous sachiez tous, ce soir, ici, devant les collègues que le docteur Marc avait l'intention de tromper. Je sortis un dernier document de mon dossier. Ceci est une ordonnance de protection m'interdisant tout accès de la part de monsieur à mes fichiers de recherche, mes données ou mes publications. Elle a été signée par un juge et prend effet immédiatement. Toute tentative de s'attribuer le mérite d'un travail qu'il n'a pas accompli entraînera des poursuites judiciaires supplémentaires. Je regardai Marc. Ses mains tremblaient. Sa confiance arrogante s'était complètement évaporée. Tu as dit à Léa que j'étais trop obsédé par mon travail pour remarquer que notre mariage s'effondrait. J'ai dit que tu avais tort. J'ai tout remarqué. J'ai simplement décidé que ta trahison ne valait pas une réaction immédiate. J'ai décidé d'être stratégique au lieu d'être émotionnel. J'ai décidé de protéger mon travail et mon avenir avant de m'occuper de toi. Je ramassai mon sac et le dossier que j'avais apporté. Le divorce se déroulera selon mes conditions, Marc. Tu verras que ton avocat te conseillera de conclure un accord rapidement et discrètement. L'alternative est un procès public où chaque détail de ta fraude fera partie du domaine public. Chaque courriel, chaque mensonge, chaque moment où tu as comploté pour détruire la femme qui a bâti ta carrière. Je me tournai vers le coordinateur de l'événement qui se tenait figé près de la scène. Je m'excusais d'avoir perturbé la soirée, mais j'estimais qu'il était important que la vérité soit dite dans le lieu même où le docteur Marc prévoyait de m'humilier. Puis je sortis. Émilie m'attendait dans le hall avec Maître Vallet et Maître Picard. Ils étaient restés à proximité au cas où les choses tourneraient mal. Tu as été parfaite, dit Émilie en me serrant fort. Il n'a rien vu venir. Ce n'est pas fini, dis-je. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Les enquêtes prendront des mois, mais vous avez tout documenté, m'assura Richard. L'université n'aura pas d'autre choix que d'agir, et l'enquête ministérielle sur la fraude aux subventions est une affaire sérieuse. Catherine hocha la tête. Et le divorce sera simple maintenant. Il acceptera un accord. Les hommes comme Marc le font toujours quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas gagner. Elle avait raison. 3 jours plus tard, l'avocat de Marc contacta Catherine, demandant une médiation. Marc voulait régler cela discrètement, rapidement, sans procès. Les conditions n'étaient pas négociables. Je gardais tout, la maison, les économies, mes recherches, ma réputation. Marc accepta une correction publique de toute fausse idée sur son rôle dans mon travail. Il accepta une pension compensatoire substantielle. Il accepta tout parce que l'alternative était des poursuites pénales pour fraude. L'enquête de l'université prit 6 semaines. Pendant ce temps, la communauté médicale était en effervescence. Des gens avaient filmé mon discours lors du dîner avec leur téléphone. C'est devenu viral dans les cercles académiques. L'histoire a fini par paraître dans des revues médicales,
des publications sur l'éthique, et même dans la presse nationale. Une chercheuse expose le vol de recherche de son mari lors d'un gala, titrait un journal. La carrière d'un chirurgien brisée après les révélations de sa femme sur une fraude systématique, titrait un autre. Des gens me contactaient constamment, certains pour m'apporter leur soutien, d'autres pour des interviews, d'autres encore juste pour connaître les détails. Je déclinais la plupart des demandes, me concentrant sur la protection de mes recherches et la coopération avec les enquêteurs. Le comité d'éthique de l'université rendit ses conclusions début juillet. Marc avait violé plusieurs politiques concernant l'intégrité de la recherche, la gestion des subventions et les conflits d'intérêts. Il fut démis de ses fonctions. Ses privilèges médicaux à l'hôpital furent suspendus en attendant l'examen de l'ordre des médecins. L'enquête ministérielle dura plus longtemps, mais leurs conclusions préliminaires confirmèrent tout ce que j'avais affirmé. Marc risquait des poursuites pénales fédérales pour fraude. Léa fut licenciée de Pharma Horizon dans les 2 semaines suivant le dîner. L'entreprise publia une déclaration sur sa politique de tolérance zéro pour les employés qui violent les accords de confidentialité ou s'engagent dans des conflits d'intérêts. Elle fut également citée dans le rapport de l'université comme complice du système de fraude. J'appris par des connaissances communes qu'elle et Marc s'étaient séparés peu après. Apparemment, l'amour construit sur la trahison ne survit pas quand il n'y a plus de carrière ou d'argent à voler. Le divorce fut finalisé en août. Marc signa tout sans contester. J'obtins la maison que nous avions achetée ensemble, celle dont j'avais payé les mensualités pendant qu'il était interne. J'obtins 70% de nos actifs communs. J'obtins mes recherches, ma carrière, ma réputation. Marc n'eut rien d'autre que des frais d'avocat et une carrière anéantie. Le comité du gala de l'excellence médicale me contacta en septembre. Il voulait reprogrammer ma cérémonie de reconnaissance. Cette fois, avec une mention correcte de mon travail. J'acceptai. Lors de l'événement reprogrammé, je me tins sur cette même scène où Marc avait prévu de me voler mon mérite. Et j'acceptai la reconnaissance pour 10 ans de recherche sur le cancer qui pourrait changer la façon dont nous traitons l'une des maladies les plus meurtrières au monde. Mon nom seul figurait sur la recherche. Mon nom seul figurait sur la subvention. Mon nom seul figurerait sur les publications qui suivraient. Émilie était dans le public, pleurant de fierté. Mes parents aussi, qui avaient fait le voyage tout spécialement. Maître Vallée était là également, souriant comme un mentor fier. Pendant mon discours de remerciement, je ne mentionnais pas Marc. Je ne mentionnais pas la trahison, ni l'enquête, ni rien de tout cela. Je parlais de la recherche, des patients qui avaient besoin de meilleures options de traitement, de l'avenir de l'immunothérapie. Mais après, quand un journaliste m'interrogea sur le dîner dramatique de mai, je fus honnête. J'ai appris que la patience est plus puissante que la colère, dis-je. J'ai appris que protéger son travail est plus important que de protéger les sentiments de quelqu'un. Et j'ai appris que la vérité, correctement documentée et révélée de manière stratégique, est la meilleure des revanches. L'histoire parut dans plusieurs publications. Je devins assez célèbre dans les cercles médicaux, pas seulement pour mes recherches, mais pour la façon dont j'avais géré la tentative de fraude. De jeunes chercheuses me contactèrent pour me demander conseil sur la protection de leur travail. Des universités m'invitèrent à parler de l'intégrité de la recherche et de l'éthique professionnelle. Ma carrière n'a pas seulement survécu à la trahison de Marc, elle a prospéré. Quant à Marc, j'entendais occasionnellement des nouvelles par des collègues communs. Il avait déménagé dans une autre région pour essayer de reconstruire un semblant de carrière médicale. Les charges pénales furent réduites à des sanctions civiles et des amendes après qu'il eut coopéré à l'enquête. Sa licence de médecin fut suspendue pendant 2 ans. Même lorsqu'elle fut rétablie, sa réputation était détruite. Aucun grand hôpital ne voulait l'embaucher. Aucune institution de recherche prestigieuse ne voulait de lui. L'homme qui était en passe de devenir chef de service travaillait dans un petit centre de soins d'urgence dans une ville dont personne n'avait entendu parler. Léa, j'appris qu'elle avait quitté la vente médicale et travaillait dans le commerce de détail. Parfois, je pense à cette conversation sur le parking, au calcul froid dans la voix de Marc alors qu'il planifiait ma destruction. Je pense aux 17 mois qu'il a passés avec Léa tout en rentrant vers moi chaque soir, me mentant en face, me laissant croire que nous construisions un avenir ensemble. Mais surtout, je pense à ce moment au dîner de gala quand j'ai fait glisser ses papiers de divorce vers lui. L'expression sur son visage quand il a réalisé que je savais tout. L'horreur naissante alors qu'il comprenait qu'il m'avait complètement sous-estimé.
Il pensait que j'étais trop absorbé par mon travail pour remarquer sa trahison. Il s'était trompé. J'ai remarqué. J'ai documenté. J'ai planifié et j'ai gagné. Cela fait 1 an maintenant depuis ce soir de mai. Je vis seul dans la maison, que j'ai entièrement redécorée. Nouveaux meubles, nouvelle peinture, nouvelle énergie. Les photos de Marc ont disparu. Les souvenirs de notre mariage sont rangés. Je sors avec quelqu'un de nouveau. En fait, David est professeur de bioéthique dans une autre université. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence où je parlais de l'intégrité de la recherche. Il est gentil, brillant et surtout, il respecte mon travail. Il célèbre mes succès au lieu de les jalouser. La semaine dernière, nous dînions ensemble quand il m'a demandé si je regrettais la façon dont j'avais géré les choses avec Marc. J'y ai réfléchi attentivement avant de répondre. Je regrette de l'avoir épousé, dis-je. Je regrette de ne pas avoir vu qui il était vraiment plus tôt, mais je ne regrette pas la façon dont j'y ai mis fin. Il prévoyait de me détruire publiquement, de voler le travail de ma vie et de partir avec tout. Je l'en ai empêché. J'ai protégé mes recherches. J'ai fait en sorte que la vérité éclate. Non, je ne regrette rien du tout. David a tendu la main vers moi par-dessus la table et a pris la mienne. Il pensait que tu étais faible parce que tu étais gentille. C'était son erreur. Oui, répondis-je, c'était la sienne. Mes recherches sur le cancer sont maintenant en phase d'essai clinique. Les premiers résultats sont prometteurs. Si cela fonctionne, si cette approche d'immunothérapie s'avère efficace, cela pourrait aider des milliers de patients qui n'ont actuellement aucune bonne option de traitement. Cette recherche porte mon nom, seulement mon nom. Parce que je l'ai mérité, parce que j'ai fait le travail, parce que je l'ai protégé quand quelqu'un en qui j'avais confiance a essayé de me le voler. Marc voulait mettre fin à notre mariage lors de ce dîner de gala et s'attribuer le mérite de ma vie. Au lieu de cela, j'ai mis fin à sa carrière et j'ai gardé tout ce qui m'appartenait de droit. Il riait de moi ce soir-là, debout à côté de sa maîtresse, pensant qu'il avait gagné.